3, 2, 1. Come on! Are you gonna feel that? Are you gonna feel that? Okay. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur la scène Natexpo pour cette nouvelle table ronde. Alors je vous rappelle rapidement le principe. Nous allons aborder pendant une petite heure un sujet qui fait l'actualité de la bio avec des acteurs, des spécialistes, des observateurs du secteur et tout cela sans langue de bois, des experts à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, ce n'est pas une information à proprement parler, mais les objectifs en matière de bio dans la restauration collective notamment sont clairement indiqués dans la loi Egalim, sauf que ils sont loin d'être atteints. Pourtant, dans certaines villes, ces objectifs sont parfois dépassés. Alors, pourquoi ce qui semble compliqué pour certains est facile pour d'autres? Et que peut-on faire de mieux pour atteindre, voire dépasser partout les objectifs de la loi Egalim? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présente. À mes côtés, avec son joli petit cube, Émilie Planel. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Alors, vous êtes responsable des achats d'Agricourt. Agricourt, c'est quoi? Agricourt, c'est une plateforme de distribution de produits bio et locaux qui est située dans la Drôme, donc dans le 26, et qui distribue ses produits à la restauration collective. À vos côtés, Fanny Lemaire. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Et en plus, venir ici aujourd'hui à Paris de votre région Pays de la Loire, c'est un exploit vu qu'il y a des TGV qui sont un tout petit peu à l'arrêt ce matin. Alors, vous êtes présidente d'Interbio Pays de Loire. Alors, j'allais dire Interbio Pays de Loire. Combien de divisions, mon général? Alors, effectivement, je représente la région, l'Interbio des Pays de la Loire, mais nous avons une Interbio pratiquement sur tous les territoires. Dans chaque région, il y a une Interbio, des associations à caractère interprofessionnel, transversales, qui rassemblent de la filière amont, de la filière aval, jusqu'aux associations de consommateurs. À mes côtés, Agnès de Lefortry. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de mission chez Agri Paris Seine, plus particulièrement en charge de la structuration des filières. Alors, Agri Paris Seine, en quelques mots. Alors Agri-Paris Seine, c'est une association de coopération territoriale qui est composée de 9 collectivités et établissements publics le long du bassin de la Seine. Et notre objectif, c'est de structurer des filières agricoles durables sur ce bassin en utilisant le levier de la restauration collective et majoritairement scolaire. Et le bassin, ça va très très loin, ça va jusqu'au Havre. Ça va jusqu'au Havre, en prenant en compte toute la Normandie, Île-de-France, en bout de la Champagne-Ardenne, c'est 18% du territoire français. Et on oublie souvent que la région Île-de-France est aussi une grande région agricole. Oui, à peu près la moitié de la superficie de la région est en surface agricole, donc il y a quand même beaucoup de production, majoritairement des grandes céréales, mais aussi grandes cultures et céréales, mais aussi de la production biologique. Et à vos côtés, Jean-Paul Terrus. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors vous avez la tenue, donc j'en déduis que vous êtes cuisinier, ou vous avez été cuisinier. Aujourd'hui, vous êtes expert en restauration collective, consultant. J'aimerais qu'on aborde ensemble la question de la restauration collective, mais avant cela, j'allais dire, aujourd'hui, on n'atteint pas les limites de la loi Egalim. Vous qui avez été, j'allais dire, les mains dans les fourneaux, comment vous expliquez ça? Aujourd'hui, la loi Egalim, c'est 20%. La restauration collective, c'est 6% de bio en France. Et le sujet, c'est vraiment comment atteindre ces 20%, parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est vraiment dommage. Mais en fait, comment on y arrive? En faisant de la cuisine maison, en faisant plaisir à ses enfants, à la restauration collective, en allant chercher du local. C'est comme ça qu'on y arrive. Et simplement, on commence par les fruits et légumes, on commence par l'épicerie. Et en fait, c'est assez simple de mettre en place. Et c'est un sujet qu'il faut porter haut et fort. Et ça, c'est mon travail. Alors justement, on va y revenir. Moi, je voudrais qu'on fasse un premier tour de table avec vous, mesdames. Et cette même question, la loi Egalim, pourquoi ça marche à certains endroits et pourquoi ça marche pas à d'autres? Fanny. C'est une question de volonté collective qui passe par l'engagement des élus territoriaux, par les chefs d'établissement et par les cuisiniers, et aussi les équipes pédagogiques. Quand il y a cette volonté commune, c'est bien connu, ensemble on est plus fort et on va plus loin.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vous comprends bien, chacun fait son boulot dans son coin sans se poser la question de ce que font les autres. Oui, voilà. Alors un petit peu. C'est cette logique-là chez vous, dans les Pays de Loire? Alors dans les Pays de Loire, on avance bien. On avance grâce à cet outil qui a été mis en place par les interbio, territoires bio engagés, établissements bio engagés. C'était pour soutenir malgré tout et remercier les élus qui appliquaient la loi. Quand je labellise, je dis toujours aux élus, je vous remercie d'appliquer la loi. Et aux chefs d'établissement aussi. On en est là. On en est à remercier d'appliquer la loi. Oui. C'est quand même grave. Ben, c'est important quand on sait les externalités positives de l'agriculture biologique, quand on sait aujourd'hui la problématique de la qualité de l'eau, puisque c'est quand même de grande actualité, et quand on connaît la relation qui existe entre agriculture, environnement, alimentation et santé. Émilie, je suppose que dans la Drôme, un des berceaux historiques de la bio en France. Alors, il y a toujours une bagarre entre la Drôme et le Vaucluse, à savoir qui est le département le plus bio. On va dire que c'est la Drôme et ça fera plaisir aux habitants de ce département. Vous, chez vous, ça marche, Egalim, a priori? Oui, du coup, chez nous, ça marche. On est plutôt bien lotis. C'est pas tombé du ciel non plus, hein. Mais du coup, on a la chance d'avoir le département de la Drôme qui est très moteur sur ce sujet de l'introduction du bio dans les cantines notamment, d'accompagner du coup les professionnels de la restauration, les chefs, les cuisiniers. Il y a des formations pour utiliser plus de produits bruts, plus de produits bio. On a la chance d'avoir une belle offre aussi de produits bio dans ce territoire-là. Et du coup, c'est tout le monde qui œuvre dans le même sens. Et Agricourt, dans cette chaîne-là, de proposer une offre qui est du coup abordable et adéquate en termes de produits bio, qui permet de faire rentrer ces produits dans les cantines. Voilà. Et alors, pour ce qui est, Agnès, j'allais dire du bassin parisien, mais là on va peut-être focuser un peu sur Paris-Île-de-France. Je suppose que c'est loin d'être simple, même si par exemple à la mairie de Paris, une ancienne consoeur maintenant est en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Oui, alors la ville de Paris sont quand même très moteurs sur le sujet. Ils ont le plan alimentation durable qui est plus strict qu'Egalim, avec un objectif de 100% de durable, dont 70% de bio et 50% de local. À l'horizon combien ? À l'horizon là 2026 ou 2030 en fonction des plans, et la plupart des caisses des écoles, parce que c'est découpé en caisses des écoles, arrivent et ont des chiffres quand même très élevés en termes de durable et en termes de bio. Et on voit que la volonté politique en fait est très importante, que ce soit au niveau de la ville qui donne des objectifs ambitieux et qui est répercuté aussi au niveau des gestionnaires et des caisses des écoles. Donc on voit vraiment cette volonté. Après il y a toujours une question de moyens aussi qui peut revenir, mais voilà, ça met quand même en œuvre et en marche les choses. Quand vous dites il y a du durable et il y a du bio, la différence entre les deux? En fait, la ville de Paris a déterminé des labels durables qui sont plus stricts qu'Egalim. Donc on retrouve du bio, mais aussi du label rouge, les labels du commerce équitable, les labels MSC pêche durable. Voilà, c'est un peu plus strict que ce qui a été défini au niveau de la loi Egalim. Mais est-ce que ça revient pas, j'allais dire, à cette maladie très française de surtransposer, de rajouter des chaînes aux chaînes, et ça rend la chose totalement complexe et finalement impossible à gérer dans plein de cas. Peut-être pas forcément à Paris, mais ailleurs. Je sais pas, c'est juste un objectif qui est plus ambitieux et qui permet en fait d'avoir vraiment cette volonté politique propre et un peu de peut-être se démarquer par rapport aux autres. Mais en tout cas, c'est inclus dans Egalim. C'est juste un peu plus exigeant de ce que fait Egalim. Donc, je pense que non, c'est totalement réaliste. Après, nous, on le voit au niveau de l'échelle francilienne. Il y a la ville de Paris qui est très motrice, mais au niveau, par exemple, des collectivités de la métropole du Grand Paris ou par exemple du département de la Seine-Saint-Denis qui font partie des collectivités d'Agri-Paris-Seine, il y a quand même beaucoup de différences en fonction des collectivités, en fonction des moyens, des envies aussi, et des capacités à mettre en œuvre ce type de choses. Et la politique, ça rentre en ligne de compte, parce que là, bientôt, on va arriver au municipal, et on sait que généralement, le prix des repas dans les écoles, c'est quelque chose c'est toujours dans les programmes, on ne peut pas y échapper. Oui, après, il faut être conscient que, par exemple, à la ville de Paris, si je reprends cet exemple-là, le premier tarif est quand même à 18 centimes, je crois, pour le repas. Il faut savoir que le coût moyen d'un repas est entre 8 et 10 euros. Il y a toujours, en fait, une subvention et une aide publique pour cette restauration collective. Et la restauration collective scolaire, c'est aussi un outil de justice sociale, parce que ça permet à tous les enfants de manger au moins un repas sain, équilibré dans la journée. Donc c'est quelque chose qui est très porté, et on le voit au niveau des parents d'élèves. C'est quand même un sujet qui est important et où les politiques font encore très attention quand même à ce sujet-là.
Jean-Paul, alors là on parlait d'un repas à 18 centimes, là je pense qu'effectivement ce que disait Agnès c'est 18 centimes avec toutes les aides, les subventions diverses et variées. Un repas moyen, j'allais dire coût matière, frais de personnel dans une école, c'est combien? En dessous de combien, vous qui êtes cuisinier, vous pouvez pas descendre? C'est le vrai sujet. On parle de restauration collective scolaire, mais en fait, chaque département, chaque région, chaque collectivité a un prix différent. Moi aujourd'hui, j'ai travaillé dans un département qui m'a donné les moyens, et j'avais un crédit nourriture de 2,70 €. Ça me permet de faire du bio. Ça me permet de faire de la qualité. Mais j'ai des copains qui ont un budget crédit nourriture d'1,70 €, 1,80 €. Comment ils font? Ils peuvent pas le faire. Donc il nous faut vraiment un apport du politique qui a cette vision et qui travaille pour nous donner un budget pour travailler. Mais comment on arrive à faire, même avec 2 €, nous ça nous paraît lunaire de dire je fais un repas qui vaut 2 €. Mais là, 2,50 €. Non, mais là, moi 2,70 €, il y a pas de problème. J'ai un vrai budget pour travailler, on y arrive. Mais 1,80 €, me donner 1,80 € pour travailler, je le fais pas, je sais pas faire. Parce que du coup, on va aller chercher des produits moins chers, des produits industriels, ultra transformés. On va travailler que du conventionnel. On va justement pas réussir à atteindre la loi Egalim, ou vraiment à la marge. Le sujet, c'est le coût matière. Parce que aujourd'hui, le coût d'un repas pour une collectivité, là, j'entends 8-10 €, mais la moyenne nationale, c'est plutôt 10-12 €. Et 10-12 €, en fait, c'est un coût, quand on a les parents qui payent 5 €, 5,60 € un repas, en fait, c'est la collectivité qui prend en charge, ce sont nos impôts. Et là, c'est pas extensible non plus. Alors moi je voudrais savoir, Fanny, comment ça se passe chez vous. Vous disiez tout à l'heure, bon ça marche quand tout le monde se met d'accord, que les politiques, les associations, les différents représentants, les agriculteurs parlent d'une même voix. Est-ce que vous arrivez à les faire parler d'une même voix pour justement faire en sorte que le bio passe les portes de la restauration collective et notamment restauration collective scolaire? Alors, c'est tout l'intérêt de cette labellisation qui a été mise en place par les Interbio. C'était justement pour, d'une, identifier la surface agricole en bio territoriale. Ça voulait dire aussi, sur une localité, sur un territoire, de dire en fait, on peut faire du bio et du local. Et nous, on dit le bio local, c'est l'idéal. Donc, commencer par identifier ça. Et puis après, c'est les cuisiniers nous disent, grâce à vous, on a retrouvé les fondamentaux de notre métier. Aller refaire du sourcing, aller réapprendre à cuisiner, réapprendre la saisonnalité des produits, réapprendre l'équilibre protéines végétales, protéines animales. Et donc, du coup, le fait déjà d'identifier toute cette surface agricole bio, c'est déjà motiver et les élus et les cuisiniers de dire je peux faire de l'approvisionnement local et en plus en bio. Ça, c'est la première chose. Et puis le fait de labelliser après quand on est au-delà de la loi Egalim, parce que territoire bio engagé ou établissement bio engagé, c'est quand on est à 25% de bio, c'est mettre un peu du challenge. Voilà. Et vous y êtes, vous, à 25%? Nous, on a des cuisiniers, quand je labellise, qui me disent en fait, Fanny, vous venez pour 35% de bio, mais vous allez revenir parce que je suis presque à 60%. Voilà, parce que en fait c'est vraiment ça. Quand on a réappris son métier, quand on a rééquilibré les protéines, et puis surtout quand on a géré les déchets, parce qu'en fait ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'on met à la poubelle. Oui, alors ça c'est un des vrais problèmes. Jean-Paul, on va en parler ensemble. Mais d'abord, ce que disait Fanny, cuisiner bio, arriver à avoir des prix repas acceptables. Ça suppose peut-être aussi de changer certaines habitudes de vos collègues en restauration qui pendant des années ont été habitués à, j'allais dire, plus faire de l'assemblage que vraiment faire du fait maison dans une cantine scolaire. On a eu une très grosse période où le métier s'est perdu en fait. Et puis là, on se rend compte ces dernières années que de nouveau on est des cuisinants et ça c'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est la cuisine maison. C'est comme ça qu'on arrive à tenir nous nos budgets, à réduire le gaspillage alimentaire, parce que d'un seul coup, c'est bon et nos petits clients mangent, et c'est ce qui permet d'aller plus loin. Il y a des trucs que les enfants, par exemple, détestent dans les cantines scolaires. Vous arrivez à leur faire manger? Mais pas du tout. Le fameux cas du brocoli ou des épinards. Je suis un cuisinier qui répond à la demande de mes clients. Quand vous allez au restaurant, vous passez votre commande et vous prenez pas quelque chose que vous aimez pas.
Donc mes petits clients, je leur donne pas quelque chose qu'ils aiment pas. Ou sinon, je le fais en petite quantité et j'en donne pas à tout le monde. Ça me permet de limiter le gaspillage alimentaire de 80% sur les légumes, sur les légumes. Et c'est comme ça que j'arrive à tenir mes budgets. Moi, quand j'ai une diététicienne qui vient me voir et qui me dit oui, mais si tu leur donnes pas, ils vont pas le goûter. C'est le sujet. C'est tout le monde me dit ça. Je lui dis d'accord. Moi, j'ai des adolescents. Déjà, les miens, j'arrive pas à les faire manger à la maison. C'est pas moi qui vais réussir à les faire manger à la cantine. Donc ce que je fais, c'est que je fais mes légumes avec du goût, c'est pimpé, c'est super bon, mais je les force pas. Je les force pas parce que 20 grammes par enfant multiplié par 1000, par 10 000, c'est des quantités qui sont énormes, qui partent à la poubelle. Et ça a aucun sens de jeter un légume bio. Aucun sens. Mais par contre, le fait de pas les forcer, au fil du temps, ils goûtent, ils apprennent, ils sont tout seuls, ils sont en responsabilité, et en fait, on construit des adultes responsables comme ça. Donc si je vous comprends bien, vous, c'est la semaine du goût, c'est pas une semaine, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Alors, moi, j'aurais quand même savoir aussi, Émilie, comment ça se passe chez vous dans la Drôme? Les cantines scolaires sont à combien de pourcents de produits bio? J'allais dire à 100%, non? Quasiment? Alors, pas Parce encore, que chez vous, le conventionnel, c'est l'exception et le bio la norme, non? C'est ça. Pas encore à 100%, mais on est à plus de 50% sur l'ensemble des collèges de la Drôme, qui sont 50 collèges, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment la structuration en amont avec Agricourt des filières, avec nos producteurs locaux, la contractualisation avec eux. C'est pour ça que j'ai amené mon petit cube équitable, puisqu'on s'est fait labelliser équitable par Biopartner, qui assure donc une transparence et une contractualisation avec nos producteurs sur minimum 3 ans. Et ça, quand on est parent d'élèves, on peut le voir, on peut voir ce logo, on peut savoir. Tout à fait. Dans la cantine, on communique sur les menus, sur du coup les légumes, les yaourts qui sont bio, locaux et équitables. Donc on va au bout de la démarche. On assure des produits qui ont été faits sur le territoire avec une discussion des prix de vente et qui du coup sont accessibles du côté des convives. Donc c'est très important pour nous cette structuration de filière en amont, de se mettre autour de la table, de discuter au vu des productions qui sont sur notre territoire et de pouvoir distribuer ces produits directement dans les cantines. On est vraiment une offre logistique complète. On peut livrer tous les types de produits. Donc, côté client, c'est une solution simple, efficace, avec des prix aussi qui sont abordables, puisqu'on fait en sorte, du coup, de répondre à leurs contraintes de budget. Et alors, justement, les produits viennent d'où? C'est uniquement les limites de la Drôme ou vous allez chercher des produits ailleurs? Alors nous, au départ, on fait au plus près. Donc pour les légumes et les fruits, ça va être Drôme-Ardèche. Et puis au fur et à mesure, on s'éloigne un petit peu quand on trouve pas, notamment du coup les produits laitiers et l'élevage, qui est peu présent dans le département de la Drôme. On va à l'échelle régionale et si besoin à l'échelle nationale. Et Jean-Paul, est-ce qu'il n'y a pas un problème? On en parlait un petit peu quand on a préparé cette table ronde. C'est celui des volumes. C'est un grief qui revient régulièrement. On dit ouais bon, c'est bien beau de dire il y a la loi Egalim, il y a tant de pourcents de bio qu'on doit mettre dans les assiettes, sauf que dans certaines régions on sait pas faire parce que il y a pas beaucoup d'offres bio. Est-ce que c'est pas la difficulté majeure qui explique que la loi Egalim soit un petit peu en panne? La difficulté majeure, c'est quoi le local? Qu'est-ce qu'on appelle local? Je suis dans le département des Alpes-Maritimes. Moi, le local, c'est du béton. C'est la mer. C'est ça le local. Ou ça peut être l'Italie, par exemple. Ça peut être le Piémont, l'Italie, mais moi, le local, c'est la région, en fait. La région PACA et limitrophes. Et moi, je suis bien content quand ça vient du sud de la France. Voilà, et puis si je dois aller chercher des produits, je vais chercher en France. Mais là, je discutais encore la semaine dernière avec la région Bretagne. Eux, c'est que du local. Le local, pour eux, c'est 30 km. Moi, le local, c'est 500 km. Donc là, le vrai sujet, il est là. Et le sourcing, bien sûr, le sourcing, les marchés publics, qu'il faut mettre vraiment un effort vraiment pointu sur comment définir un marché public, justement pour aller chercher le local et pour que nos producteurs puissent répondre à ces marchés. Et là, on est bloqué par des distributeurs, on est bloqué par beaucoup de choses. Et c'est aux collectivités de faire ce travail. Et justement, pour qu'on imagine bien un chef de restauration collective, de cantine scolaire, il commande quel volume de fruits et légumes par semaine? Écoutez-moi, pour 600 enfants, ça fait 400, 500 kilos de légumes frais.
Donc par semaine, c'est des palettes. Donc nous, chefs de cuisine, le matin, on est aux livraisons, on décharge les palettes. Après, avec nos équipes, on prépare les légumes frais. Mais le légume frais, c'est moins de gaspillage alimentaire. Parce qu'on peut, derrière, aller travailler le goût. On a une vraie qualité produit. Le bio, il y a une vraie qualité. Et donc, du coup, on gaspille moins. Mais ça veut dire de travailler beaucoup plus. Mais pas du tout. En fait, on est ultra équipé en restauration scolaire. En attendant, dans mon établissement, on était équipé de robots, en fait. Et ça prend pas plus de temps. Oui, ça prend plus de temps que d'ouvrir un sachet de légumes surgelés dégueulasses que vous mettez à la poubelle. Donc ça va plus vite. En fait, c'est plus intéressant pour les équipes de travailler des légumes frais avec des robots. Ça se fait tout seul. On prend l'habitude et le plaisir que les enfants mangent, c'est ça qui est la reconnaissance de notre métier. Parce que quand les enfants passent à la cantine et que même avant d'avoir mangé, ils vous disent ah, chef, on va encore se régaler aujourd'hui. Bah, ça nous paye. Nous, on est là à 6h du matin, on y passe notre vie. Si c'est pour servir des trucs dégueulasses et qu'ils vous disent, même pas ils vous disent bonjour, ils vous regardent méchamment, où est l'intérêt? Alors, quand on voit ces quantités, ce que disait Jean-Paul à l'instant, Agnès, pour Paris, si on prend que l'exemple de Paris, ça doit être des quantités phénoménales de produits dont on a besoin, de produits bio et éventuellement durables. Oui, tout à fait. Il y a la quantité parce que Paris, c'est quand même plusieurs millions 30 millions de repas par an. Les caisses des écoles, ça va de 3 000 à 11 à 12 000 couverts par jour. Donc c'est quand même des gros volumes. Après, par contre, quand vous parliez de l'offre, c'est vrai qu'il peut y avoir des questions de volume, mais ce qui est important, c'est aussi l'anticipation. Et c'est quelque chose qui peut être possible en restauration collective, surtout scolaire, parce que les menus sont établis à l'avance avec les diététiciennes, nutritionnistes, etc. Et ça peut permettre de planifier et d'anticiper. Nous, tous les acteurs des filières qu'on accompagne nous disent si on nous le dit en avance, des volumes on peut en avoir. C'est pas un souci. On nous dit on sème, on plante plus et on peut avoir des volumes. Mais si on nous le dit du jour au lendemain, si les salades ne sont pas là, elles sont pas là. Et c'est vraiment cette question de l'anticipation et de la rencontre de l'offre et la demande qui est hyper importante pour planifier, pour anticiper, parce que l'agriculture c'est du temps long, faut pas l'oublier. Et donc il faut avoir ce temps long aussi en tête quand on est acteur de restauration scolaire. Et nous c'est vraiment notre rôle de mettre en relation les deux pour que les acteurs puissent se comprendre et travailler mieux ensemble. Et ça suppose aussi, Jean-Paul, peut-être de rééduquer vos jeunes clients. Vous disiez, quand ils viennent vous voir, ils disent ah super, aujourd'hui on va bien manger, etc. Faut leur dire, je suppose qu'il y a une certaine période où ils mangent pas de tomates. Oui, déjà il faut les éduquer à savoir qu'est-ce que c'est qu'un légume. Parce qu'ils sont incapables, certains, de reconnaître une carotte, d'une aubergine, d'une courgette. Donc il faut travailler le légume frais, entier, et leur apprendre. Et revenir aux fondamentaux. On part de loin. Hein. On est dans une société, c'est que c'est la fast-food aujourd'hui. Hein. Les gosses, ils rentrent chez eux le soir, c'est nuggets surgelés frites. Hein. Donc la cantine, c'est vraiment la découverte des produits. Et il faut le rappeler parce que ça, c'est une des réalités aujourd'hui pour beaucoup d'enfants. Et je pense que Agnès, vous serez d'accord avec moi. Et je pense qu'à Paris, en banlieue parisienne, c'est très vrai. Le repas du midi à l'école, c'est souvent, malheureusement, le seul repas structuré de la journée, voire le seul repas complet de la journée. C'est un constat qu'on fait souvent, hein. Oui, après, évidemment, ça dépend aussi des endroits, etc. Il faut pas généraliser, ça dépend des quartiers. Mais oui, c'est vrai que c'est ce que je disais précédemment en termes d'outils de justice sociale, c'est aussi cet aspect-là, que les enfants mangent un repas sain et équilibré à minimum une fois par jour, quoi. À un prix qui est quand même relativement peu cher. Jean-Paul. Et moi, je tiens juste à préciser qu'on fait découvrir le bio à la cantine. Parce que souvent, à la maison, ils mangent pas bio, ils mangent que du conventionnel. Moi, je laisse les fruits à volonté. Donc moi, j'ai des enfants qui viennent prendre 2 fruits, 3 fruits pendant le repas. Donc, je me dis, mais allez-y, mangez des fruits, c'est du bio, faites-vous plaisir. Alors, je voudrais qu'on continue sur cette logique des approvisionnements. Dans la Drôme, de mémoire, il y a quelques années, je crois que c'était l'Assemblée départementale qu'on appelait encore à l'époque le Conseil général, c'est vous dire si je suis vieux, avait mis en place un logiciel qui s'appelait de mémoire agri-locale, qui permettait de contourner un peu les sacro-saints appels d'offres. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que c'est toujours des choses qui permettent de contourner un peu cette loi un peu lourde qui est celle des marchés publics?
Oui, AgriLocal, en effet, existe toujours sur le territoire de la Drôme. Donc, Agricourt, on répond à certaines appels d'offres de marché public. Ça nous permet de nous adapter à certaines demandes qui sont assez spécifiques et qui sortent du marché public et qui permet de mettre en lien, associations de producteurs ou producteurs directement avec les établissements scolaires. Donc, c'est une plateforme qui va mettre en lien un demandeur avec un acheteur sur une demande bien précise. Et Oui. du coup, l'importance aussi de notre rôle là, c'est d'identifier ces besoins-là et de pouvoir y répondre à plus moyen ou long terme avec des consultations qui reviennent régulièrement, comme des services de viande, des services de fruits ou de yaourts, où après on peut prendre contact directement avec le client et rejoindre du coup ce que disait Agnès sur cette planification, cette anticipation des besoins et en ce sens, organiser nos approvisionnements en conséquence. Fanny, ça se passe comment chez vous justement? Est-ce qu'on arrive à faire avec ces procédures lourdes, compliquées et vraiment qui parfois peuvent avoir causer des dégâts économiques? Est-ce qu'on arrive à contourner la loi? Vous voulez parler de notre savoir-faire administratif? Voilà, le millefeuille pour... Alors, je sais pas, on demandera à Jean-Paul s'il y a des millefeuilles bio, mais le millefeuille administratif qui est souvent indigeste et surtout pas bio. Oui, voilà. Alors oui, maintenant on a des opérateurs qui facilitent la vie de nos producteurs, c'est-à-dire que on arrive à interpréter les lignes de façon à ce que le bio rentre dans le local, et c'est souvent ce qui permet de faciliter les choses. Et puis on a des opérateurs, je pense chez nous dans les Pays de la Loire, comme Province Bio, comme Pomona par exemple, qui sont des plateformes logistiques et qui ont cette habitude de répondre au marché public et qui facilitent la vie de nos producteurs, quoi, et de nos transformateurs, parce que je parle d'alimentation biologique. Il y a les producteurs, mais on a aussi tous nos artisans. Je pense par exemple à nos boulangers qui font le pain pour la restauration collective. Et puis je pense à nos transformateurs. On a des très très belles PME avec des beaux produits transformés de façon très simple, hein, pas de l'ultra transformé, juste de la transformation pour faciliter parfois le métier de nos cuisiniers. Et tout ça, on arrive maintenant à bien dompter ce millefeuille administratif. Et alors, justement, vous parliez de la transformation des boulangers. On va aller plus loin. Si on veut mettre aujourd'hui à la table d'une cantine scolaire du fromage, par exemple, alors je parlais aussi du millefeuille bio, mais on va dire des pâtisseries, des crèmes desserts, c'est encore plus compliqué, non ? Non, on a des belles filières aujourd'hui, hein. C'est toute la charge et notre mission, nous les interbio, c'est d'organiser ces filières et puis c'est d'être ce point de rencontre justement entre les producteurs, les transformateurs et puis tous ceux qui ont besoin de bio dans leur assiette, de façon à faciliter. Vous le disiez très justement, la bio c'est de la planification, l'agriculture c'est de la planification. J'ai envie de dire encore plus en agriculture biologique, puisque le cahier des charges nous oblige à de la rotation de culture, hein, puisque on sait qu'on a peu un ravageur prédateur, donc il faut qu'on sache anticiper la lutte. Et c'est un travail aujourd'hui qu'on arrive à bien planifier dans nos territoires. Toutes les interbios ont cette mission-là, ce travail de filière et ce travail de rassembler tous les acteurs de façon à ce que tout le monde puisse trouver le produit dont il a besoin. Nous, c'est vrai que les Pays de la Loire, on a une chance formidable. On n'est pas une très très grande région, mais on a la plus grande diversité de produits. Donc on fait de l'entrée jusqu'au dessert sans problème. Alors, pour ce qui est de Paris, du bassin parisien, Agnès, comment on peut sécuriser aussi les approvisionnements? Parce que on compte beaucoup sur vous en disant il faut qu'on puisse avoir de quoi nourrir nos enfants. Et malgré les avatars, malgré les problèmes climatiques, malgré, je sais pas, on peut penser à des difficultés liées à des mouvements sociaux, etc. Comment on sécurise les approvisionnements? L'idée, c'est aussi de la diversification, d'avoir plusieurs fournisseurs, parce que si on se repose que sur un fournisseur, même s'il est très gros, il y a toujours un risque, en fait, de rupture. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir diversifier ses sources d'approvisionnement. Et on parlait précédemment de marché public. Alors, certes, les marchés publics, c'est une contrainte, mais c'est aussi de l'argent public et c'est aussi des règles pour s'assurer que l'argent public est dépensé d'une bonne manière. Donc, ça semble nécessaire. Mais il faut pas oublier qu'il y a des règles et que, par exemple, sous des montants qui sont quand même plus faibles, en dessous de 40 000 euros, on peut très bien faire du gré
agrès et aller acheter à des petits acteurs sans difficulté. Donc vraiment pour moi la clé c'est le sourcing, c'est vraiment aller connaître qui sont nos fournisseurs, qu'est-ce qui existe sur mon territoire pour avoir une résilience qui soit plus importante, parce que si ça vient en local c'est quand même généralement plus proche, et de diversifier ces sources d'approvisionnement avec différents types d'acteurs qui vont nous fournir. C'est vraiment sur ce pilier-là. Jean-Paul, vous êtes dans une région géniale, dans les Alpes-Maritimes, tout va bien. On nous parle aussi de la Drôme, on nous parle des Pays de la Loire. Mais est-ce que tous les enfants, du point de vue de l'alimentation bio et locale, sont logés à la même enseigne? Parce que si on est un petit écolier du Var, pas trop difficile de manger bio à la cantine scolaire de hier. Si on est, par exemple, un enfant de la cantine scolaire d'Arras ou de Hasbrook, c'est peut-être un peu plus compliqué, à moins d'aimer beaucoup les endives. Est-ce que nos enfants sont pas finalement, en fonction de la région où ils se trouvent, favorisés ou pas? Mais complètement, déjà par rapport au crédit nourriture qu'on a, un budget important de crédit nourriture, ça permet d'aller chercher des produits bio, d'aller en chercher plus, et en même temps aussi la région de production, où c'est qu'on va avoir vraiment du pur local, et moi je vais être limité sur le pur local, je vais devoir aller chercher des produits de la région. Mais ça demande du sourcing de qualité au niveau du bio et de bien gérer ces marchés publics. Je reviens là-dessus parce que nous, en restauration scolaire, tout est basé sur le marché. Si on n'a pas des produits bio dans notre marché, en l'occurrence, on peut pas le commander. Donc moi j'ai la chance de travailler avec une société qui s'appelle Optimarché et que nos collectivités ont missionné au niveau des marchés publics. Donc moi quand je passe mes commandes, je tape juste famille bio et j'ai tout le bio qui sort et de seul coup je peux travailler que sur le bio. Voilà. Plus de bio mais pas forcément local. Parce que là si on est à mais en même temps dans les Alpes-Maritimes et la restauration scolaire, la plupart des fruits et légumes arrivent alors qu'on est fermé. Nous, on ferme au mois de juin. Toute la production des Alpes-Maritimes arrive au mois de juin. Donc, c'est compliqué à travailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec toutes les régions de France. C'est aussi une question de climat. Agnès. Oui, et puis le local est important parce que ça soutient des filières locales, etc. Alors, il n'y a pas de définition officielle du local, ça dépend vraiment de chaque collectivité. Pour la ville de Paris, c'est 250 km autour de la ville de Paris. Certains, c'est la région, certains, c'est le département. Et on peut pas écrire local dans la commande publique. Le droit européen nous l'interdit. Il y a d'ailleurs du plaidoyer pour pouvoir déployer, pour pouvoir écrire et pouvoir favoriser le local. Après, le local est important, mais ça doit être une composante. Comme disait Jean-Paul, je pense que c'est important aussi de faire appel à tout le territoire français pour avoir une variété. Il n'y a pas que des endives dans le Nord, il y a aussi des pommes de terre. Et avoir une variété de fruits et légumes. Je parlais des endives parce qu'il faut. Ça, je suppose, Jean-Paul, c'est un truc que les enfants ont du mal à manger, les endives. C'est pas ce qui marche le mieux. Ouais, c'est pas ce qui marche le mieux. Même les petites noix, les petites pommes dessus, c'est pas ce qui marche le mieux. Sauf si on les fait cuire au four avec un petit peu d'huile d'olive et puis quelques petites tranches de chorizo. On va mettre plus de béchamel et de fromage, à mon avis. Voilà, mais là, on sera peut-être plus forcément bio et très calorique. Oui, mais c'est aussi important, voilà, d'avoir des produits qui viennent aussi un peu d'ailleurs du territoire français, voire même du territoire européen, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on a des approvisionnements résilients. S'il y a un problème sur une région, on a des approvisionnements qui viennent aussi d'ailleurs. Et par exemple, si on prend nous sur le bassin de Seine, si on prend des fruits, on a des pommes, un peu de poire et des pommes. Ça s'arrête à peu près là. Donc si on veut avoir d'autres fruits, on fait appel aux producteurs qui viennent plutôt du sud pour avoir plus de diversité. Et c'est quand même aussi important d'avoir des échanges entre les régions pour diversifier les productions et diversifier ce que les enfants peuvent manger. Même si c'est important de favoriser le local, c'est une part importante, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Et la mode de production, comme la production biologique, est aussi hyper importante. Mais le local, c'est une préférence, en fait. C'est une préférence, on préfère travailler du local, mais l'objectif, c'est de travailler avec des produits français de qualité. Exact. Il est là, l'objectif. Et c'est 80% de l'alimentation. Quand on mange bio, c'est 80% français. Voilà, ce qui est quand même rassurant aussi. Est-ce que, quelque part, dire aujourd'hui, on va peut-être essayer de mettre plus de bio, si tant est que ce soit possible, parce que on a bien compris que chez vous, la barre était déjà assez haute. Est-ce que dire on va mettre plus de bio dans les cantines scolaires, ça veut dire aussi plus de débouchés pour des agriculteurs, donc plus d'opportunités économiques en Pays de Loire ou dans la Drôme? Oui, vous avez raison de souligner cette difficulté qu'on va peut-être avoir. C'est que on connaît quand même sur notre territoire aujourd'hui un peu de déconversion. On a beaucoup parlé de la zone de turbulence de la bio. Il faut comprendre que si la loi Egalim avait été appliquée, la bio n'aurait jamais connu de turbulence.
et que c'est quand même le non-engagement de nos élus sur les territoires qui fait qu'on va connaître quand même un petit peu de déconversion. Nous, dans les Pays de la Loire, pas trop, mais il y a des régions et il y a des filières, surtout, où ça va devenir un peu problématique. Donc, et puis, je veux rappeler quand même que soutenir l'agriculture biologique, c'est quand même soutenir notre environnement et c'est quand même soutenir la qualité de notre terre et de notre eau. Je veux rappeler quand même que manger bio, c'est quand même prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'études scientifiques qui mettent en relation l'alimentation et la santé. Et puis, on a beaucoup parlé prix quand on parle de la bio. Aujourd'hui, on sait que manger bio ne coûte pas plus cher. Une fois qu'on est dans la saisonnalité, une fois qu'on a rééquilibré notre menu, et nous, les cuisiniers dans les cantines nous le disent, parce que au début, c'était leur frein de dire « Oh non, mais vu mon budget, je vais jamais pouvoir mettre de bio ». Et puis, en fait, ils se rendent compte que quand ils ont tout raménagé, comme vous savez très bien l'expliquer, ils disent « Ben non, en fait, l'indicence prix, elle est pas si importante que ça ». Et on le sait bien aujourd'hui dans les ménages qui repensent leur alimentation, ils disent ben en fait non, j'ai pas appelé mon banquier, hein, tout va bien. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment une question de rééquilibrer son alimentation, protéines animales, protéines végétales, la diversité dans son assiette, la saisonnalité, la gestion des déchets. Déjà ça va bien. Quand on a bien fait ça, honnêtement, on va pas bouleverser son budget alimentaire, mais en plus on va se faire du bien, et en plus c'est gourmand. Parce qu'on découvre des goûts, et c'est ce que nous disent les cuisiniers, nous disent, mais nous il y a des enfants, ils connaissaient pas. Voilà. Et aujourd'hui on a les gamins, ils arrivent, ils ont les papilles comme ça pour aller à la cantine. C'est quand même ça qui est formidable. La bio est gourmande. Alors justement, la bio est gourmande, Jean-Paul, on va prendre l'exemple des carottes. J'ai des souvenirs de cantine scolaire, les carottes elles étaient orange fluo. C'était, j'avais l'impression que je crois qu'on pouvait les mettre dans une pièce sombre la nuit, on voyait l'assiette de carottes. Aujourd'hui, quand vous leur servez des vraies carottes, non, il n'y a pas de fausses et de vraies carottes, mais des carottes bio normales, est-ce que les enfants voient la différence? Est-ce que ils vont d'instinct dire ça ou dire oh bah non ta carotte elle est pas orange? Déjà, il faut comprendre une chose, les enfants s'en moquent éperdument, que ça soit bio ou conventionnel. Ils veulent juste que ça soit bon. Mais est-ce que c'est pas d'ailleurs un problème? Parce que ça veut dire qu'on leur a pas appris pendant les moi j'ai envie jours d'école. Moi j'ai envie d'arrêter de parler du bio. J'ai envie que le bio ça devienne une norme, qu'on arrête de dire bio et qu'on mange tous du bio, que ça devient le conventionnel en fait. Parce qu'en fait le goût est supérieur, on a une meilleure qualité de produit, c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète. Donc les gosses, eux, ils se régalent. Et j'aimerais juste qu'on arrête de dire tout le temps oui c'est bio, parce qu'en même temps on perd tous ceux qui sont anti-bio et qui vont pas venir nous voir parce que non, le bio c'est pas pour nous, le bio c'est cher, le bio c'est pour les bobos. Alors qu'en fait, si on leur parle qualité des produits, si on leur dit mais c'est français, c'est du local, faites-vous plaisir, ils arrêtent d'être bloqués sur le bio. Et moi les gosses, ils sont pas bloqués. et moi je le fais à manger pour le bio comme pour le conventionnel, à part que c'est meilleur, donc autant en profiter. Émilie, dans la Drôme aussi, il y a cette pédagogie nécessaire à faire auprès des enfants pour leur faire comprendre les choses, parce que les faire manger bio c'est bien, leur expliquer pourquoi c'est beau bio et pourquoi c'est bon peut-être pour leur santé, c'est encore plus important. Oui, c'est sûr. Il y a une formation des chefs de cuisine et du personnel des collèges, du coup, pour faire descendre toutes ces informations jusque dans l'assiette des enfants. Et au niveau d'Agricourt, c'est vraiment d'assurer une fraîcheur et une qualité des produits qui permet aux convives de se rendre compte de la qualité, d'avoir envie d'y revenir et de sensibiliser aussi sur les filières. Donc, je reviens avec mon label équitable, de montrer les fermes qui sont derrière ces produits, que ces fermes vivent en juste rémunération par la filière qui a été montée entre le producteur Agricourt et le collège, et du coup tout le monde se sent beaucoup plus sensibilisé à ça et déguste d'autant plus ces produits à la cantine. Et c'est intéressant cette démarche parce que pendant des années on a cru que le commerce équitable c'était uniquement
café, chocolat, thé, enfin en tout cas des produits du Sud, éventuellement un peu de banane et d'ananas. Maintenant non, ça peut être aussi des tomates ou des légumes ou des fruits qui poussent dans les vergers de la Drôme. Tout à fait, c'est une grande première de labelliser des produits en circuit court sur des échanges du coup nord-nord en local qui sont bio, locaux et équitables. Donc on remercie Biopartner qui nous a accompagnés dans cette démarche de labellisation de produits en circuit court. On s'est dit en fait nous on le fait au quotidien de planifier, de contractualiser, de donner de la visibilité à nos producteurs locaux. Pourquoi on le valorise pas? Pourquoi on le met pas en avant? Puisqu'en fait c'est hyper important et c'est comme ça que le commerce devrait se faire demain, en transparence, en concertation, se mettre autour de la table, s'organiser au vu des productions qu'il y a et si besoin d'aller chercher à l'échelle régionale ou nationale. Même chose chez vous, Fanny? Oui, et puis la juste rémunération, c'est une notion qui est pas écrite dans le cahier des charges, mais qui fonctionne vraiment. Comment voulez-vous qu'on emmène des producteurs si on leur donne pas la juste rémunération quand on leur a enlevé la béquille technique, chimique, et qu'il faut qu'on mette en place toute la béquille technique. Donc s'il n'y a pas cette juste rémunération, on n'emmène pas les producteurs vers la bio. Et aujourd'hui, si on ne soutient pas la bio, on n'emmènera pas les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes nous disent, moi, je veux bien être producteur demain, mais si c'est pas en bio, je ne serai pas producteur. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, malgré tout, quand on fait la remise territoire bio engagé ou établissement bio engagé, j'adore quand il y a les équipes pédagogiques. Parce que, souvent, c'est une notion qui est reprise dans les cours d'SVT, où les enseignants Sciences et vie de la Terre. Exactement. Nous, on disait les cours de sciences nat. Exactement. Je vois bien qu'on est de la même génération. Mais maintenant, sur la SVT, sur le vivant, les enseignants reprennent ces notions-là et donnent et réapprennent à nos jeunes ce qu'est un sol vivant, ce qu'est une saisonnalité, ce qu'est une technique agricole. Et c'est tout l'intérêt de ce label, c'est que chacun va avoir sa mise en avant. L'élu, le cuisinier avec toute son équipe et toute l'équipe pédagogique. Et ça, c'est au bénéfice de nos enfants, au bénéfice de nos jeunes, au bénéfice de notre avenir. Et territoire bio engagé, justement, on va en dire un mot. C'est quoi exactement? Alors, c'est un label qui est né en Nouvelle-Aquitaine. Et nous, les Interbio, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on a franchement compris qu'ensemble, on était plus fort et qu'on allait plus loin. Et on évite de réinventer l'eau chaude. Donc, dès qu'il y a une bonne idée sur le territoire, juste on duplique. Donc maintenant, c'est un label qui est porté au niveau national et qui met en avant la surface agricole en bio. Et ça, c'est une force pour nos élus territoriaux, parce que c'est aussi dire aux citoyens, vous pouvez venir vous installer sur mon territoire, parce que mon territoire, il a un chouette environnement, j'ai des producteurs bio. Et c'est un atout quand on sait qu'il faut remplir les écoles sur certains territoires. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est mettre en avant nos producteurs bio. Et puis, c'est mettre en avant la restauration collective, puisqu'on labellise territoire bio engagé pour la surface avec 15% de SAU, de surface agricole utilisée, et pour 25% de bio dans la restauration collective. Donc vous êtes labellisé et où, voilà. Et puis pour les établissements, donc tous pour les établissements scolaires, mais pour les EHPAD, pour les hôpitaux, pour les restaurations d'entreprise, enfin voilà, on labellise établissement bio engagé pour 25% de bio. Et puis après on a un système d'épis ou de fourchettes, voilà, pour les 25, les 35, les 45, les 80. Me dites pas que c'est comme les étoiles Michelin après. Mais c'est mieux que Pas ça encore. C'est tellement mieux. Et est-ce que c'est pas aussi quelque part rassurant, vous parliez des jeunes qui veulent s'installer, de se dire je vais m'installer en Pays de Loire, territoire bio engagé, et je sais que je vais pouvoir me concentrer sur mon métier d'agriculteur, de cultivateur, d'éleveur, parce que les débouchés, ils existent déjà. Alors parce que quelque part, vous avez travaillé là-dessus en amont. Oui, ça c'est toutes les missions de toutes les interbios sur tous les territoires. C'est vraiment faire de la promotion de notre bio régional. C'est vraiment mettre en avant nos producteurs, mais aussi tous nos artisans, toutes nos entreprises, pour que tous ceux qui veulent du bio sachent
faire le sourcing. Vous parliez tout à l'heure de l'importance du sourcing, mais nous on est là pour ça, pour dire vous cherchez ce produit-là sur le territoire, l'Interbio est là pour répondre et vous accompagner dans ce sourcing. Alors, est-ce que ça peut aussi, en Île-de-France, susciter des vocations? Je me souviens, il y a quelques années, à Saint-Denis, pas très loin de l'université, il y avait un maraîcher. Et ce monsieur, j'avais été le rencontrer, il m'avait dit, bah, écoutez, quand j'arrêterai, quand je partirai à la retraite, ou quand la fin de ma vie arrivera, il y aura plus d'agriculteurs en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ce type de débouché, ça peut inciter à faire revenir des agriculteurs dans des zones parfois un peu complexes auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense à agriculture? Vous avouerez, quand j'y suis allé la première fois, j'imaginais pas un maraîcher à côté de l'université et des bars de HLM. Oui, après, la Seine-Saint-Denis, c'est l'un des départements les plus urbanisés, les plus peuplés de France. Et c'est vrai que l'agriculture urbaine ou périurbaine, c'est des choses qui sont intéressantes. Pour nourrir la restauration collective, on va être honnête, en termes de volume, globalement, c'est pas suffisant. Mais il y a des associations, par exemple Veniverdi, qui est présent en Île-de-France, qui développe des potagers dans les écoles et qui permet en fait de sensibiliser les enfants à comment pousse une tomate, comment pousse une carotte. Et on peut réellement avoir des projets au niveau des établissements sur l'alimentation de la production. On a un potager, on va produire, et puis on peut faire même des calculs de surface en mathématiques. Enfin, on peut faire des choses. On peut aussi faire de la cuisine, de comment on le cuisine et de comment on le mange. Et on peut vraiment avoir cette sensibilisation à l'alimentation, au goût dans toute l'école. Et c'est ça qui est quand même hyper intéressant, surtout dans des territoires hyper urbanisés où au final les enfants ils ont aucune idée de comment poussent les fruits et légumes et ils peuvent pas avoir d'idée. Quand on vit dans du béton, c'est impossible. C'est clair. Et c'était ce que montrait un moment Jean-Pierre Coff, grand pourfendeur de la malbouffe, qui expliquait que pour beaucoup d'enfants, le poisson, c'était, quand on leur demandait de le dessiner, c'était un carré avec un œil dans le coin. Oui, il y a un grand sujet de sensibiliser les enfants, et là, la cantine fait des choses en termes de production d'aliments qui soient bons et qui soient sains, mais il y a aussi toute l'animation de ces temps scolaires et périscolaires avec des animateurs qui doivent aussi être formés sur ces sujets-là, et c'est quand même des métiers qui sont assez précaires et sur des temps assez courts, et aussi la sensibilisation au niveau de l'établissement, au niveau de l'école, parce que si l'enfant mange bien à l'école, il va peut-être dire tiens, j'ai goûté ça, et il va aller remonter l'information à ses parents, et il faut vraiment essayer de créer ces boucles positives pour avoir une alimentation la meilleure possible. Et ça suppose aussi peut-être, mais je sais bien que les journées ne font que 24 heures et les temps de travaux de travail 35 heures, mais est-ce que ça peut, si on peut imaginer les cuisiniers, certains le font peut-être sans doute vous aussi, qui retroussent les manches et qui vont faire un peu de pédagogie, quittent la cuisine, ils vont dans la salle de classe? Mais il faut bien mieux que ça. Mieux que ça, on prend les élèves et ils viennent dans la cuisine. Ah, génial. Et là, comme ça, d'un seul coup, ils découvrent notre univers. Ils se rendent compte qu'on cuisine et ils nous aident. Et là, ça permet d'essaimer le message. Ils vont en parler à tous les copains. Et après, on fait des listes d'attente pour entrer dans la cuisine. Ça, c'est formidable. Oui, bien sûr que c'est formidable. Et je pense que les enfants, ils sortent avec ils sont la banane, sourires, comme on ils sont dit. contents et ils veulent revenir. Et moi, je fais ça 2 fois par an. Et chaque fois, il y a la queue. Et on prend que les meilleurs élèves. Ah bon? Ah oui, c'est une consécration pour eux de venir dans la cuisine. Alors, petite chose, si vous souhaitez intervenir, compléter ce que nous avons dit ou poser des questions, c'est le moment. Vous nous faites un petit signe, vous levez la main, on vous apportera un micro. Voilà, on va vous l'apporter immédiatement, madame. Voilà. Alors, je vous demande de vous présenter et de poser votre question. Bonjour. Mélissa, Biocoff Restauration. Moi, j'ai une remarque, c'est pas vraiment une question pour Madame le maire, qui évoquait que le rôle de l'Interbio, c'était d'accompagner les collectivités au sourcing. Et dans le même temps, dans une conférence sur la bio et le local, vous citez Pomona, qui est un gros acteur conventionnel, comme un incontournable pour structurer les approvisionnements. Donc, je trouve ça un peu dommage et étonnant. Alors, Vous Fanny, savez, si vous vous faites voulez- de la pub pour Pomona, Fanny, Non, c'est je pas fais bien. pas de la pub pour Pomona, c'est que c'est un adhérent à notre association. Nous aussi. Donc, bien sûr, et il n'y a pas de problème Biocop, tout le monde a sa place et tout le monde a son rôle. Parce que la problématique de la loi Egalim, c'est effectivement plus de bio. Et quand on a des acteurs conventionnels aujourd'hui qui se disent, ben moi je veux bien participer pour qu'il y ait plus de bio, le ensemble, c'est assez formidable. Et malgré tout, dans la loi Egalim, on ne peut pas ignorer que c'est la loi des SICO, et qu'on a besoin aussi de structures
qui viennent du conventionnel pour répondre à cette loi du SICO. Donc moi aujourd'hui, si le conventionnel dit je veux participer à plus de bio dans les cantines parce que je suis un outil logistique et que ça va faciliter la vie de certains producteurs ou de certains transformateurs, je dis OK. Mais bien sûr, Biocoop, on sait ô combien vous êtes leader dans la bio en France et bien sûr, on sait ô combien vous jouez un rôle important et incontournable. C'était pas pour ça que Voilà, j'ai fait la remarque, mais c'est dommage quand même sur un territoire comme le Grand Ouest où il y a énormément d'acteurs 100% bio et pas forcément que nous, mais comme tu l'as dit, Province Bio, Biodis ou autres. Je pense que la clé quand même pour avoir plus de bio dans les cantines, c'est aussi d'avoir des appels d'offres 100% bio et pas des appels d'offres avec des produits conventionnels. Et du coup de mettre en avant un distributeur mixte et surtout vraiment très majoritairement conventionnel. Je trouve ça dommage ici à Natexpo dans une conférence sur le bio et le local. Bon, est-ce que Je suis désolée, je voulais vexer personne. Je voulais juste faire la place à tout le monde, parce que bienvenue dans le monde de la bio à tout le monde, et cela dit, tous colibris. Mais Fanny, est-ce que c'est pas, alors, j'allais dire, cet échange que vous avez, tout à fait à l'image de ce que vous nous disiez au départ. C'est que chacun fait son job dans son coin, avec ses valeurs, et veut surtout pas entendre parler des autres au titre de parce que il est je sais pas depuis des décennies le fournisseur en conventionnel de la restauration collective, de la restauration traditionnelle, de la restauration d'entreprise. Est-ce que justement ce modèle aujourd'hui doit pas être détruit et que chacun doit travailler comme vous le disiez au tout début, chacun doit travailler ensemble, gros, petit, conventionnel, pas conventionnel? Alors, je vais pas refaire l'historique de la bio aujourd'hui. Oh bah là, Juste on vous y est dire- encore demain. Et vous savez, le salon se termine ce soir. Hein, donc, Juste vous dire quand même que je suis issu de la famille pionnière de l'agriculture biologique et que dans les années 50, c'était déjà ça. Et que aujourd'hui, c'est encore ça. Vous voyez, on n'a pas beaucoup évolué. Moi, je me souviens du père de mon mari, qui est donc les farines Lemaire, le pain Lemaire, hein, le début de la bio dans les années 50. On insultait mon beau-père. Ok. Après, ça a été ouais, mais ils font pas de la bio comme nous. Voilà. Et aujourd'hui, on en est encore là. Donc, je trouve que sur une filière qui fait 10% de la SAU, 5% de l'alimentaire, je pense qu'on a d'autres combats à mener que ces guerres de chapelle. Je pense que chacun sa mission. L'important, c'est qu'il y ait plus de producteurs bio, qu'il y ait plus de bio dans nos assiettes, et tout le monde s'y retrouvera. Voilà. voilà qui est dit. Jean-Paul, c'est vrai quand on parle du Oui. sourcing, bah, le sourcing, on va chez tous ceux qui en proposent. Bonjour. Alors attendez. Oui, je donc vais juste sur répondre. le sourcing. Ben moi, je vais pas me faire que des copains là. Hein. Mais si vous êtes pas dans mes marchés, je peux pas vous commander. Transgourmet, Cisco, Pomona et puis Saveur sont dans tous les marchés. Et ils ont tous des produits bio et ils ont tous de la qualité. Donc, nous, on a des volumes tellement importants qu'on a besoin de gros distributeurs. Alors oui, c'est pas leur spécialité. Oui, le bio, c'est un accessoire pour eux. Mais en même temps, ils ont les volumes pour répondre à mes besoins. Et c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre 100% bio en 2021, en 2022. Et petit à petit, j'ai commencé à descendre parce que les prix ont explosé. Mais j'ai besoin de ces gros distributeurs. Donc, répondez au marché, soyez bons sur les prix et on travaillera avec vous. Pour compléter, Madame. Alors, oui, allez-y. juste pour compléter Jean-Paul, c'est l'importance du coup dans le département de la Drôme d'avoir écrit des marchés spécifiques pour le bio où Agricourt a pu se positionner et du coup est le distributeur officiel bio sur tous les lots de nourriture bio des collèges. Ça passe par la structuration, par la sensibilisation du coup de ceux qui écrivent les marchés pour orienter vers des structures coopératives comme la nôtre, connectées au territoire. Mais il y a une démarche qui doit se créer pour mettre en avant une typologie d'acteurs, enfin de fournisseurs par rapport à un autre. C'est pour ça que j'ai aussi des fournisseurs qui sont 100% bio, bio finesse, Nature 10, c'est du local chez moi dans le sud, ou encore Proxydélis, c'est sud-ouest. Donc on a du 100% bio, on arrive à travailler. Mais en fait, moi je suis chef de cuisine, j'ai pas le choix en fait de mes partenaires à qui je travaille.
Ils répondent à un marché. Moi, je suis pas responsable de ça. Oui, mais après, il y a Agnès. comment le marché est rédigé, quels critères sont mis dans le marché, quelle notation est mise dans le marché. Si la pondération prix est à 80%, c'est sûr que vous allez travailler qu'avec des gros. Il y a aussi la rédaction du marché qui est l'allotissement. Si on fait des 4 lots, même 100% bio, ou si on en fait 12 ou 15 lots pour un même marché, c'est sûr qu'on cible pas les mêmes personnes. Donc oui, les acteurs ont aussi la main dessus en fonction de ce qu'ils veulent faire et en fonction des moyens, parce qu'il faut évidemment avoir des gens qui gèrent ces marchés, etc. Mais si on veut avoir des producteurs locaux, durables, circuits courts, coopératives, etc., c'est totalement faisable si on a vraiment cette volonté-là. Je dis pas qu'on va travailler peut-être 100% avec eux. Si on fait 15 000 repas jour, c'est sûr que on va avoir une diversité de fournisseurs, mais on peut aussi encourager ces fournisseurs, leur acheter des produits pour aussi les aider et structurer ces filières-là. Je pense qu'il y a une question d'engagement aussi vis-à-vis des acteurs. Ah oui, complètement d'accord. Et il y a sans doute aussi un effort, vous en parliez à l'instant, un effort dans la rédaction des appels d'offres pour que ça passe, pour que finalement on fasse pas un appel d'offres aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans. Tout à fait. En amont du coup de l'écriture des marchés, on va les voir, on leur montre que c'est faisable, que c'est possible, qu'on existe sur le territoire, qu'on est capable de distribuer des produits bio locaux et équitables en volume, du coup, à leurs clients qui sont la restauration scolaire. On fait foi de professionnalisme, de traçabilité, qualité, tout ce qu'il faut. On montre qu'on est présent et du coup, ça permet aussi d'orienter et de pouvoir faire sa place dans ce monde-là des marchés publics. Madame. Bonjour, Marie-Pierre Mambrive de l'association de l'alimentation durable. On a lancé il y a quelques semaines un manifeste pour le bien manger à l'école avec d'autres associations et le soutien de personnalités et d'organisations du milieu, dont le grand Jean-Paul Terrus, pour inviter les candidats aux municipales à s'engager sur le sujet. Parce que, à vous entendre, on voit qu'il y a des producteurs, même si il faut qu'on encourage les installations, etc. Il y a des distributeurs, mais ce qui manque pour l'application de la loi Egalim et pour avoir des ambitions qui vont bien au-delà en matière d'approvisionnement bio, c'est la volonté politique. Donc nous, on va essayer sur le terrain, avec les citoyens, les associations de parents d'élèves, d'essayer de pousser pour les municipales. Mais comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour faire prendre conscience aux décideurs que c'est important de mettre du bio dans les cantines et de mettre les moyens qui vont bien pour qu'on y arrive. Allez, Fanny. Oui, je veux Fanny bien et répondre ensuite tout de suite. Agnès. Je veux bien prendre. Alors, vous anticipez ma demande parce que effectivement, l'appel au peuple est important dans ces campagnes municipales. Pour information, il y a un plaidoyer qui va être écrit par la Maison de la Bio pour que on ait un plaidoyer collectif et qu'on puisse, j'espère, parler tous d'une même voix. Important. Et vous pouvez compter sur nous et j'espère qu'on pourra compter sur vous pour unir Exactement. les Donc la énergies. Maison de la Bio, je vous invite à aller rencontrer la directrice Claire Dimier-Vallet qui on est en cours de rédaction et tous ceux qui veulent un plaidoyer pour vous accompagner ou vous guider dans ces campagnes municipales pour que la bio soit portée par tous les élus, c'est un programme citoyen. Je vous invite à vous rapprocher de la Maison de la Bio. Oui. Alors, Agnès, moi, je regarde un petit peu comme tout bon journaliste ce qui se prépare avec les municipales, notamment en région Île-de-France. Alors, on parle de plein de choses. On parle de circulation, on parle de voies vertes, on parle d'emploi, on parle d'entreprise. J'ai l'impression que la restauration scolaire, c'est pas un sujet. Je me trompe ou c'est malheureusement la réalité? Alors, je suis pas assez politicienne pour pouvoir répondre à la question. En tout cas, nous, on voit, notre association a été fondée par des collectivités qui se sont engagées pour développer des filières agricoles durables, pour structurer ces approvisionnements et pour augmenter la part en restauration collective. Et nous, on est une association transpartisane, donc il y a des collectivités de différents bords politiques qui se sont vraiment engagées dessus. Et on le voit, on a des élus qui sont engagés, tout type d'élus, qui sont vraiment engagés sur ces sujets-là et qui portent ces sujets-là. Donc je pense qu'il y a quand même une vraie volonté politique. Après, c'est aussi la question du débat médiatique, etc. Nous, on fait du plaidoyer aussi sur ce sujet. Et comme vous disiez, il y a la Maison de la Bio, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui sont mobilisés sur le sujet de l'alimentation au niveau des municipales pour en faire un sujet et un sujet global. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité collective, politique, journalistique, etc. de faire monter ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont quand même très importants. Mais ça, on peut faire ce qu'on veut. Après,
thématique qui passe à la télé, c'est pas moi qui décide. Hein. Alors, on va conclure avec vous, Jean-Paul. Il y avait une question alors, là-bas oui, de monsieur. oui, allez-y. Alors, on va, comme on est juste à la fin de cette table ronde, allez-y quand même, allez-y. Alors, c'est pas une question, c'est une intervention ou une interpellation de nous tous ce matin. Moi, je suis un peu d'accord avec l'intervention précédente parce que moi, je suis un petit gestionnaire de la restauration collective parisienne. Je fais 2,5 millions de repas par an. Je fais 96% Egalim et 65% de bio. Donc, je pourrais avoir le sentiment d'être illégitime à parler de ces questions-là, mais je suis vraiment, madame, très surpris que sur ce salon-là, précisément, vous pouvez souffler. Mais moi, je n'ai pas peur du contrôle de légalité ou du tribunal administratif qui viendrait reprocher la manière dont j'ai rédigé mes marchés publics pour faire 100% de bio dans nos cantines. Parce que j'ai d'abord peur, madame, du jugement de l'histoire, du jugement de nos enfants et nos petits-enfants qui viendront nous traduire devant le tribunal pénal international. Oui, enfin, parce qu'on sait... Pardon ? Faut peut-être pas aller trop loin non plus. Bah, le c'est tribunal quand même pénal comme est là. ça. Vous savez, vous aurez l'occasion d'en parler avec madame tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on conclue maintenant. Jean-Paul, je voudrais qu'on conclue avec vous sur l'histoire des élus locaux. Je vais traduire sur votre élégance. S'il vous plaît, monsieur. Je voudrais qu'on conclue avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait de la place de la problématique de la restauration scolaire dans les campagnes municipales, est-ce que la solution, ce serait pas que tous les élus locaux ou tous les candidats à la magistrature locale, eh bien, fassent comme vos élèves, ils viennent une journée en cuisine et prendre conscience de ce qu'est la réalité de la cuisine bio? Moi, j'ai envie de dire qu'on le fera tous ensemble. Ici, sur le salon, on est tous pour le bio. Alors peut-être qu'on a certaines divergences, comme je peux l'entendre, mais en fait, il faut converger. Alors, c'est converger et faire tous de notre mieux. Et ça passe par les élus, ça passe par nous, chefs de cuisine, par les équipes de cuisine, par tous ceux qui sont portés par ça. Mais aujourd'hui, moi, j'étais 100% bio, mais j'ai pas envie de porter ce message. Bravo, monsieur, pour ce que vous faites. Mais moi, j'ai envie de porter plutôt ceux qui sont à 6% bio et les amener à faire 20%. Si l'ensemble de la restauration collective arrive à 20%, c'est 3 fois le chiffre d'affaires du bio. Donc, oui, on peut faire mieux. Mais d'abord, portons la loi Egalim, que tout le monde fasse les 20%, on fait 3 fois le chiffre d'affaires. C'est ça l'objectif. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde que vous pourrez retrouver sur le site natexpo.com.